Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour une nouvelle conférence. On va parler donc ce soir de Halacha, on va parler de Pessah. Erev Tov avec au Rav Shaul David Bochko. Shalom Rav. Shalom, shalom. Et ce soir donc Halacha, le sujet de Pessah, c'est un des sujets assez vastes. Et on a pensé comme ça que le Rav Bochko va aborder des sujets les uns après les autres. Et puis, vous pourrez, après chaque sujet, poser vos questions. Bien sûr qu'il ne pourra pas parler de tout le sujet, mais peut-être donner les grandes lignes. On va peut-être parler de la kécharisation, peut-être du Seder, peut-être cette année aussi de Shabbat et Pessah qui sont juxtaposés. Peut-être aussi, le Rav Bochko voudra reparler du Zoom. Bon, Baruch Hashem, en Israël, on n'aura pas besoin d'utiliser Zoom, mais il y a des gens qui ne sont pas en Israël qui nous écoutent aussi. Donc, on va peut-être aborder ce type de sujet. Donc, après chaque sujet, le Rav Bochko vous proposera de poser des questions. Voilà, Bechavod Arav. Voilà, mais je vous laisse diriger la chose. Par quoi vous voulez que je commence? Moi, je pense que peut-être les Chidushim de l'année, peut-être le Zoom ou peut-être justement que Shabbat soit collé, c'est peut-être les choses qui sont un peu moins connues. Oui, enfin, Shabbat collé, c'est très simple. Alors, lorsque Shabbat est donc Erev Pessah, toute la préparation, on l'avance d'un jour. Au lieu de faire l'abdikat Hametz vendredi soir, on l'a fait jeudi soir. Et le Srefat Hametz, on va la faire vendredi matin. En fait, on pourrait le faire toute la journée. Si on n'a pas le temps, on pourra le faire plus tard, mais pour ne pas changer les habitudes. Donc, comme toutes les années, on fait l'abdikat le soir, eh bien, on l'a fait aussi le soir. Vendredi soir, on ne peut pas le faire, on fait jeudi soir. Et on va brûler le Hametz vendredi. Et on va refaire un bitul Hametz Shabbat matin. Maintenant, la question se pose toujours de savoir qu'est-ce qu'on va manger pendant Pessah, parce qu'on a un problème de manger de la matzah Shabbat, puisque Erev Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah. Alors, on peut manger plein de choses, mais comme il y a une mitzvah de manger du pain, alors il y a en fait deux possibilités très simples. Enfin, il y en a même trois. La première possibilité, donc en général, les gens, ils ont déjà la maison et tout est Pessah, tout est kasher. Maintenant, on a acheté juste un petit peu de pain pour faire motzi. On peut faire donc motzi le soir et puis le matin avant 10h15, 10h30, selon les horaires et où on habite, etc. Je pense que cette année, c'est quelque chose comme ça. On passe déjà à l'heure d'été. Donc, on peut manger du Hametz. Si toute la vaisselle est déjà Pessah, eh bien, on va manger notre pain un petit peu à côté pour ne pas rendre tarif nos assiettes et tout le reste du manger, on mange déjà kosher le Pessah. Il y a une deuxième possibilité, c'est d'utiliser la matzah ashira. Alors, qu'est-ce que c'est la matzah ashira? C'est une matzah qui n'a pas été pétrie avec de l'eau, mais qui dans la pâte a été pétrie avec des œufs, du vin, du jus d'orange, etc. Alors, les Sfardim mangent ça pendant tout Pessah, c'est permis, et les Ashkenazim ont le minhag de ne pas manger ça pendant Pessah. Mais on peut l'utiliser comme pain Erev Pessah. Et comme l'interdiction du Hametz, c'est à partir de 10h15, 10h30, donc la souda du soir et celle du matin, on peut la faire sur de la matzah ashira. Ashkenaz et Sfarad, on peut tous manger de la matzah ashira, et comme ça, on n'a pas besoin de se compliquer la vie avec du pain. Maintenant, on va poser peut-être la question, mais la bracha de matzah ashira, c'est mezonot, c'est pas motzi. Alors, c'est une bonne question. La réponse à cette question, c'est que si on est kové à souda, si on fait notre souda, c'est ça notre pain, on n'a pas autre chose, comme c'est le cas de Shabbat, c'est comme, vous voyez, les parents en général, ils font reminer mezonot sur la matzah, et à Pessah, on fait un motzi. Pourquoi? Parce que c'est ça le pain que l'on a. Et d'autre part, donc le Magen Avraham dit que pour la quantité, on parle de la quantité que l'on a l'habitude de manger dans un repas.
et qu'il n'est pas nécessaire pour faire motzi et birkat Hamazon de manger une grosse quantité, 160 grammes, et si on a mangé 30 grammes ou 50 grammes de matzah ashira, eh bien, on pourra faire motzi et birkat Hamazon. Ceux qui veulent être mahmir on va manger shalosh betzim, 160, 170 grammes. Ça fait beaucoup parce que il faut manger 3 petites matzot. Et bien, enfin, voilà. Alors, mais ça, à mon avis, on n'a donc pas besoin de manger une grosse quantité, comme le pain que l'on mange à tous les repas, puisque c'est ça notre pain ce jour-là. Voilà la possibilité. Et puis après, vers 10h, 10h30, faire le deuxième bitoul. On a fait le premier bitoul jeudi soir et faire le deuxième bitoul le Shabbat matin. Voilà à peu près. Et puis donc la souda shlichit, évidemment, on va pas. Alors les Sfarad peuvent prendre également de la matzah ashira. Et puis les Ashkenazes, ils vont prendre des pommes de terre. On en mange pendant Pessah, tout ce qu'on a envie, de la viande, du poisson, tout ce qu'on a envie, tout est bien. Tout est le bienvenu. De toute façon, il ne faut pas trop manger parce qu'on va manger tout plein le soir. Alors, personne ne va mourir de faim. Merci, Rav. Si vous pouvez, pendant que je pose une question, rebaisser un petit peu votre caméra. Et à ce propos-là, peut-être deux questions. Si j'ai compris, quand on va brûler le Hametz, donc on sera vendredi matin, est-ce qu'on va faire une bénédiction? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui change à ce niveau-là? On peut faire le bitoul à ce moment-là, mais on l'a fait déjà jeudi soir, et puis de toute façon, on va le refaire Shabbat matin. Alors en fait, même si on a oublié d'en faire un, c'est pas grave, puisqu'on a fait le bitoul. On a fait un de trop. Alors, maximum, on en fera un de trop. Okay. Il n'y a rien qui va se passer. On n'a plus de Hametz. Dis dans la tête, dis voilà. Ok. Et au niveau des bougies, on prépare toutes les bougies à l'avance. Comment ça se passe? Alors, donc, on ne peut pas allumer les bougies de Yom Tov avant la sortie de Shabbat. Donc, lorsqu'on va sortir Shabbat, on va faire le Kiddush. On va faire Kiddush et Havdalah. On va faire Boré Priya Geffen, ensuite Pekadesh Israël Vazmanim, puis ensuite on va faire un bracha sur des bougies. Et qu'on peut allumer pendant Yom Tov, on peut allumer des bougies à partir d'un feu existant qu'on a laissé, vous savez, des bougies de 48 heures. Comme ça, on a de quoi allumer les bougies de Shabbat, les bougies de Yom Tov, excusez-moi. Voilà, les bougies de Yom Tov, on peut les allumer avant le Kiddush, après le Kiddush, comme ça arrange. Ok. Toda Rabba. C'est le moment, chers amis, si vous avez des questions justement, pour la particularité de cette année avec Shabbat qui est collé avec Pessah, c'est à vous. Je vois Daniel, tu as ouvert ton micro. Tu veux poser une question? Oui. Je parlais de la matzah ashira pour les Sfardim. Ce n'est pas mitzaref avec le reste de la souda. Donc, il faut manger suffisamment pour pouvoir faire Birkat Hamazon. Oui, selon certains, il faut manger suffisamment. Selon d'autres, ils peuvent faire comme les Ashkenazes cette année-là, parce que cette année-là, c'est ça le pain que l'on a. On n'a pas autre chose. Alors, comme c'est le pain que l'on a, on peut aussi se baser sur le Magen Avraham. Et puis, si on ne veut pas, eh bien, il faut manger plus ou bien manger du pain. Avodia Yosef a dit qu'on pouvait manger de la matzah si c'est trop difficile avec des petits-enfants qui courent partout, etc. Oui, la matzah, on ne peut pas manger la matzah la veille de Pessah. Alors, c'est pour ça que la matzah ashira est une bonne solution. Il existe encore une autre solution, c'est de prendre de la matzah et puis de la plonger dans de l'huile. Et puis, comme ça, elle perd son goût de matzah et on a le droit de la manger la veille de Pessah. Ça, c'est aussi une solution. Alors, comme ça, il n'y aura pas le problème du gros chiour à 3 heures à prendre. Oui, ok. Justement, à ce sujet, quel est finalement le problème de manger de la matzah la veille de Pessah? Il y a un interdit pourquoi oui, c'est vraiment interdit. Le Rambam dit d'ailleurs des mots très durs. Il prend ça de la Gemara, il dit que celui qui mange de la matzah Erev Pessah, c'est comme celui qui va avec sa fiancée avant d'être marié.
et qu'on lui donne des coups jusqu'à Hatchetetze Nafsho, mais je veux pas traduire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas permis. À dire, parce qu'autrement, si on mange la matzah RF Pessah, eh bien, on ne ressent pas du tout le soir. On va manger la matzah. On a mangé la matzah toute la journée. Alors, il n'y a plus rien de spécial. Alors, c'est assez logique, cette loi. Sans aller aussi loin que les paroles dures du Rambam, qui sont plutôt, voilà. Ok. רבי עובדיה יוסף, רבי עובדיה יוסף, בקיצור שולחן ערוך שלו, הוא כותב שאם אין עצה אחרת אפשר לאכול מצה שנאפתה דווקא לא לשם מצווה. Oui, c'est encore une autre solution. C'est pas pour la mitzvah. Voilà, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas donné celle-là. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que, voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à l'armée avant Pessah. On donne des matzot qui ne sont pas des matzot shmurot, qui ne sont pas des matzot qui ont été faites pour la mitzvah. Alors, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que extérieurement, il n'y a rien qui change entre cette matzah-là et puis la matzah qui a été faite pour la mitzvah. Donc, si on veut ne pas avoir l'impression que la nuit de Seder, c'est spécial, on a mangé de la matzah toute la journée. Et puis, deuxièmement, d'après beaucoup de décisionnaires, on est yotzé, yedei chova avec toutes les matzot. Parce que, qu'est-ce que ça signifie matzah shmura? Il y a plusieurs explications de ce que signifie matzah shmura. Alors, l'une des explications qui est la plus mahmira, et c'est celle-là que l'on applique en pratique, c'est que la matzah soit faite pour la mitzvah. Mais en fait, d'après beaucoup de décisionnaires, matzah shmura, c'est une matzah dont on fait bien attention qu'elle ne devienne pas chametz. Alors, pratiquement, de ce côté-là, toutes les matzot sont shmurot. Donc, si d'ailleurs ça n'a pas de matzah shmura, on fera la mitzvah avec la matzah normale qui est quand même shmura, d'une certaine manière. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas donné cette solution qui me semble moins élégante que la matzah shmura, même si on ne va pas manger les chiours entiers, tel qu'elle a dit Madame Abel, parce que ça me semble préférable. Oui, mon mari a parlé en hébreu parce qu'il ne parle pas le français. Oui, mais il a très bien parlé, il a très bien dit, Kol hakavod, tout est formidable. On le remercie pour sa remarque très, très pertinente. Rav, à propos de cet avis, est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui de la matzah qui n'a pas été faite les Shem Mitzvah? Ça aussi, c'est pas. Oui, c'est-à-dire que c'est la matzah qui n'est pas la matzah shmura. Ah, ok. Moi, je croyais que c'était toutes les voilà. matzot. La matzah shmura, c'est pour ça que c'est pas si évident. C'est pour ça que j'aime pas tellement cette solution. Mais celui qui veut suivre à Ovadia, moi, je ne dis rien du tout. Hein, je suis d'accord avec tout. Je me dispute avec personne, moi. Il y a Odile qui nous pose une question. Que fait-on avec la matzah Ashira après 10h30 pour les Ashkenazim? Qu'est-ce qu'on fait la matzah Ashira qui reste? Met dans l'armoire. Parce que même pour les Ashkenazim, la matzah Ashira, ce n'est pas du chametz. On n'a pas l'habitude de le manger. Mais ce n'est pas du chametz. Donc, on le met dans l'armoire et après Pessah, eh bien, on peut continuer de la consommer. Toda Rabba, merci Rav. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet du fait que Shabbat, oui Rivka, ouvre le micro, que Shabbat soit collé à Pessah? David, est-ce qu'on peut donner la matzah Ashira aux enfants, même après l'heure? Ashkenazim, si on est des vrais Ashkenazim, il vaut mieux pas. Voilà, il y a assez de choses à manger, de garder, voilà, garder. Hein? On mangeait du chocolat, des gâteaux faits avec de la farine de pommes de terre ou de tapioca. Voilà. D'autres questions, chers amis? Ok. Alors, peut-être on passe à un autre sujet, Rav, des Chavod, des sujets très bien. Que vous avez envie, ou parler de la cachérisation, ou parler du Zoom, comme vous voulez. Alors, on va parler un peu de cachérisation. Alors, il est important de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment cachériser, qu'est-ce qui est la khumra. Alors, voilà, moi je vais vous dire le strict minimum. Ensuite, chez vous, vous faites plus, c'est très bien. Je ne veux pas vous changer vos habitudes. La vie est belle, très bien. Là. Voilà. Alors d'abord, tout ce qui est utilisé à froid n'a pas besoin d'être cachérisé. Par exemple, un réfrigérateur,
bon, on passe des heures à le nettoyer. En fait, il suffit d'ôter le chametz apparent parce qu'il n'y a pas de nourriture qui est mise directement dessus. Donc, il n'y a rien qui peut absorber du chametz. Donc, tout ce qui est plan de travail, tout ce qui est table, tout, etc., dont on ne met pas de manger directement, eh bien, n'ont pas besoin d'être cachérisés. Il suffit qu'il n'y ait pas de chametz apparent et tout est bien. Maintenant, en ce qui concerne le four, ce qui est le plus important à savoir. Alors, dans beaucoup d'endroits, on vous dit que le four, on ne peut pas le cachériser. Ou bien si pour le cachériser, il faut utiliser d'abord du décape-four, et puis ensuite, il faut le faire brûler pendant 2 heures. Et encore, ce n'est pas sûr que c'est bien. Et encore mieux, c'est de ne pas l'utiliser du tout. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, c'est bien d'utiliser le four parce qu'il y a une mitzvah de manger à Yom Tov. Il faut que tout soit bon, soit bien, sympathique. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas du tout difficile de cachériser le four. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que dans le passé, le four, c'était des fours à pain où on mettait le pain directement, soit sur les parois, soit sur le sol du four. Et par conséquent, les parois ou le sol du four, eh bien, ils absorbaient du chametz. Alors, vous allez faire la matzah là-dessus, ça ne va pas. Il faut cachériser. C'est très compliqué à cachériser. Je vous dis, ce n'est pas cachérisable. Maintenant, aujourd'hui, les fours, ce n'est pas comme ça. On met la nourriture dans des moules et par conséquent, le chametz n'est pas en contact ni avec les parois, ni avec le plafond, ni avec rien du tout. Et lorsqu'on va mettre de la nourriture pendant Pessah, eh bien, il va être en contact avec rien du tout non plus. Donc, a priori, on n'a même rien besoin de faire. Il suffit qu'il n'y ait pas de chametz apparent. Quand on est des tzadikim, on va faire tourner pendant une demi-heure et passer une éponge pour qu'il n'y ait pas de chametz apparent. Mais on n'a pas besoin de se mettre en danger avec des décape-four. C'est bien si vous le ôtez, des traces de graisse, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre ce qu'on fasse plus. Mais en fait, un four, c'est quelque chose de très facilement cachérisable. Simplement, il ne faut pas utiliser les moules que l'on utilise pendant l'année. Les moules qu'on utilise pendant l'année, ils ne sont pas cachérisables. Enfin, pour les cachériser, c'est pas vrai de dire que ce n'est pas cachérisable. Théoriquement, c'est possible avec un brenner, comment on dit brenner en français, je ne sais plus. Mais je crois qu'en hébreu, on dit aussi brenner. Alors, un chalumeau. Avec le chalumeau. Alors, ça va, c'est vraiment pas la peine de se fatiguer. On achète quelques moules en papier aluminium et puis tout est bien. Donc, en fait, le four et puis le kiraïm, le gaz ou l'électricité, là où on ne met pas de manger directement, on met des casseroles, eh bien, tous ces endroits-là, qu'est-ce qu'il faudrait craindre? Il faudrait craindre que ça absorbe du chametz. Et puis, ça va sortir du métal, ça va entrer dans la casserole, ça va transpercer la casserole et ça va entrer dans notre nourriture. Tout ça, ça n'arrive pas, même dans un roman, ça n'arrive pas tout ça. Et par conséquent, il n'y a rien à craindre d'après la halakha de métaux qui se touchent, eh bien, ne se transmettent pas ce qu'ils ont absorbé. De plus qu'aujourd'hui, la plupart des métaux, je dirais plus, tous les objets que nous avons n'absorbent rien du tout. Alors, on continue à cachériser comme d'habitude parce que c'est la tradition, mais il n'y a pas vraiment de chametz qui est absorbé et qui risque de sortir pendant Pessah. D'ailleurs, si 24 heures ont passé, puis qu'on a oublié de cachériser et qu'on a fait à manger dans une casserole qu'on utilise toute l'année pour cuire des pâtes, eh bien, cette nourriture-là, elle est permise à Pessah, à cause du principe que noten tam livgam muta. Alors certains diront, c'est le roman Ashkenaz dit que noten tam livgam c'est assour même à Pessah. Eh bien, celui qui regardera le Mishnah Berurah, il verra qu'il dit c'est seulement là où il y a le minag. Et chez nous, il n'y a pas le minag. Il n'y a pas ce minag, ça n'arrive pas, donc personne ne connaît le minag. Donc on peut aller selon le Ikar Adin qui est voilà. De toute façon, on ne va pas utiliser les casseroles de toute l'année, mais si on a utilisé, ce n'est pas dramatique. Si on s'est trompé, ce n'est pas dramatique. Alors, donc on revient à ce que j'ai expliqué. Le four,
les gaz, etc., il suffit qu'il n'y ait pas de chametz apparent et peuvent être utilisés sans rien faire en plus. Maintenant, on a l'habitude de faire tourner un quart d'heure, une demi-heure, chacun comme il a envie. Il y en a qui mettent du papier d'aluminium sur le gaz. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. Et voilà, ce n'est pas nécessaire. J'ai même convaincu mon épouse, elle ne le fait plus depuis quelques années. Ça a pris du temps, mais ce n'est pas nécessaire. Et puis, ça se déchire et ça fait que des tsarotes. Alors, voilà. La vie est beaucoup plus facile que ce qu'on en croit. Et deux questions, Rav. Une question qui revient sur la matzah Ashira, le Shabbat matin. Donc, on reprend Shabbat matin. Sur la matzah Ashira, est-ce qu'on fait Mezonot ou Motzi? Est-ce qu'on fait Birkat Amazon? Première question. Et deuxième question, pour le four, est-ce qu'on doit quand même changer les plaques et les grilles qui sont sur le côté? Alors, première question. Alors, selon certains décisionnaires, pour faire Motzi, il faut manger une quantité importante, 180 grammes à peu près, de matzah Ashira, ce qui est énorme. Maintenant, selon le Magen Abraham, eh bien, moi je pense qu'à Pessah, on peut Shabbat avant Pessah, même les Sfaradim peuvent se baser sur lui. C'est de manger normalement, de manger 40 grammes, pas manger un tout petit peu, bien entendu, mais de manger ce qu'on a envie de manger. Et on pourra faire Emotzi et Birkat Amazon parce que c'est notre pain et on est kové à Seouda sur cette matzah Ashira. Voilà. Alors ça, c'était pour la première question. Et puis ceux qui veulent pas, eh bien, ils peuvent prendre, comme on a dit, du pain, ou bien en manger beaucoup de matzah Ashira, ou bien faire motzi sur du pain, ou bien sur de la matzah que l'on aurait cuit grillé, pas grillé, tigoun dans de l'huile. Je ne sais pas comment on dit tigoun en français. Tagen, en français. Frit, voilà, frit dans de l'huile pour que ça perde son caractère de matzah. Ça, c'était donc, voilà, première question. La deuxième question, c'est-à-dire les grilles, toutes les grilles où on ne met pas du manger directement, on n'a pas besoin de les changer. Ce n'est pas nécessaire parce que le manger n'est pas… D'abord, on n'a pas mis du manger toute l'année. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, une fois, s'est versé. Et puis ensuite, pendant Pessah, on ne met pas du manger dessus. Donc, ça ne peut pas prendre ce qui est absorbé. Et on ne met que des casseroles ou des moules, etc. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça ne transperce pas de l'un à l'autre. Donc, voilà, c'est très bien. Et une autre question, je n'ai pas vraiment compris, mais Madame Abel nous dit quelle matzah Ashira peut-on acheter? Je n'ai pas compris la question. Ah, parce qu'il n'y a pas Pouchado, etc. Alors, je ne sais pas, Daniel, tu veux préciser? Voilà. Pas Pouchado, au chocolat, pas Pouchado. Voilà. Bon, alors, il y a des marloquettes, il y a des poskim qui certaines matzah Ashira ne veulent pas qu'on les utilise parce qu'on utilise, ils craignent qu'il y ait un petit peu d'eau qui entre ou ils craignent que les produits chimiques que l'on met dedans, ça fait chametz. Alors, effectivement, ceux qui suivent, par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu, il interdisait les papouchados. Les grandes marloquettes, à mon avis, on peut se baser sur ceux qui permettent. À mon avis, il n'y a pas de problème. C'est des craintes sans fin. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur tout le temps. Voilà, Alors, on se base sur le Rav Ovadia Yosef, et bien, son fils qui ont fait la surveillance, et on leur fait confiance. Et puis, celui qui ne veut pas, il ne prend pas. Voilà, je n'ai pas d'option là-bas. Voilà. Toda Rav. Autre question sur ce sujet, chers amis, la cachérisation des différents ustensiles de la maison. Alors, on ne va peut-être pas parler, alors, les casseroles, si on veut les cachériser, si on n'a pas les casseroles pour Pessah, eh bien, il faut les remplir avec de l'eau et puis faire bouillir l'eau, que ça se déborde.
le sakoum, les couteaux, fourchettes, cuillères, on le trempe dans d'eau bouillante et puis tout est bien. Voilà, je fais ça quelquefois à chaque Pessah. Moi, je le fais sans conviction, je le fais pour respecter la tradition parce que je sais très bien que rien n'est absorbé, que rien ne sort aujourd'hui avec les métaux. Il y a le Rav qui était à Tarba, le Rav Dov Lior, qui a eu le courage de dire ces choses-là. Enfin, c'est pas accepté. Donc, on va respecter notre tradition et si on veut utiliser une casserole, eh bien, après l'avoir nettoyée, qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas de chametz apparent, on la trempe dans de l'eau bouillante et puis tout est bien. Et Rav, justement, à ce propos-là, deux choses. Déjà, c'est assez dur de faire changer les consciences, même si on vous entend chaque année et vous dites souvent qu'il ne faut pas trop en faire. Ah, mais ça ne me dérange pas que les gens fassent trop. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Ça ne me dérange pas du tout, moi. Ça me dérange. Non, mais voilà. C'est difficile déjà de faire changer les consciences. Et l'autre question, c'est pourquoi à Pessah… expliquer les choses. Je veux qu'on comprenne. La notion de cachériser, c'est parce que… je vais expliquer tout. Voilà, on va comprendre le fond. C'est la notion de cachériser, sa source est dans la Torah. C'est les objets de Midian, parce qu'on a fait la guerre à Midian. Eh bien, la Torah nous dit que ce qui était dans le feu, pour le repasser, il faut le mettre dans le feu pour sortir le manger non cachère qui a été absorbé. Maintenant, la Gemara dit qu'en fait, tout ça, c'est nécessaire a priori, lorsqu'on voulait utiliser ces objets le jour même. Parce que le jour passé, 24 heures sont passées, eh bien, le goût qui sort même à l'époque, qui sortait de ces ustensiles n'était plus bon. Alors, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, Xera eno benyomo atu benyomo. C'est-à-dire quelque chose qui est plus de 24 heures, on doit le cachériser de peur qu'on n'attende pas les 24 heures. De manière peut-être, pour essayer de donner quelque chose de logique à tout cela, c'était peut-être l'idée des Chachamim que les gens fassent très attention de ne pas utiliser des ustensiles qui sont utilisés pour du chazir, et puis on va attendre 24 heures, on va l'utiliser. Parce que finalement, si on utilise les mêmes ustensiles pour tout, finalement, il va y avoir un mélange. Et donc, ça, c'est la sagesse de nos Chachamim, qu'on ait des ustensiles pour tout. Et c'est un petit peu cette kavana que j'ai, moi, lorsque je cachérise les choses aujourd'hui. C'est, voilà, que ça soit que la vaisselle de Pessah, c'est pas la vaisselle de l'année. Parce que si on va dire que la vaisselle de Pessah, je peux prendre celle de l'année, on va dire que celle de viande, je peux prendre celle de lait, etc. Donc, on garde cette coutume de cachériser. La cachérisation, elle est nécessaire pour sortir l'interdit qui est absorbé. Alors, lorsqu'on met une casserole sur une plaque électrique, alors il y a rien qui peut absorber parce que vous ne mettez pas de la nourriture sur la plaque électrique. Vous mettez une casserole sur la plaque électrique. Et la halakha nous dit dans le Shulchan Aruch que vous avez deux métaux, deux kélim, en bois ou n'importe quoi, même s'ils sont chauds, qui sont l'un à côté de l'autre, eh bien, rien ne passe sans qu'il y ait un liquide. Alors, ceux qui interdisent disent, voilà, mais peut-être qu'il va quelque chose qui va se renverser. Et peut-être. D'abord, ça ne va pas se renverser. Et si ça se renverse, c'est pas grave parce que 24 heures sont passées et maximum, il n'y a pas de problème parce que ça ne va pas transverser la casserole pour entrer dans la nourriture. Voilà, pour bien comprendre, la notion de cachériser, c'est de sortir l'interdit qui est absorbé. Voilà. C'est de la nourriture qui est dans du liquide qui peut absorber à la condition que c'est chaud. Si c'est froid, il n'y a rien qui est absorbé et on n'a pas du tout besoin de cachériser. Donc, tous les ustensiles, par exemple, les kosot de kidouche, les verres de kidouche qu'on met du vin dedans, eh bien, on n'a pas besoin de cachériser parce qu'ils n'ont pas absorbé de chametz.
Alors, si on veut, on les met dans la casserole avec de l'eau bouillante parce que peut-être que ce qu'on a fait la vaisselle, eh bien, il y a du chametz qui serait entré. Alors, c'est un monde de crainte qu'on n'est pas obligé de craindre tout ça, d'avoir tellement de peur. La vie est belle, pas besoin d'avoir peur. Voilà. Et puis, celui qui a peur, il fait comme faisait avant. Moi, je ne suis pas… Voilà, je viens simplement pour celui qui n'a pas envie de faire. Voilà. Celui qui a envie de faire, il continue comme avant, il ne m'écoute pas, et puis c'est très bien, la vie est belle. Voilà. Tout est bien. À ce propos, je crois qu'il y a un Rishon, un des Rishonim, qui dit que c'est un minhag kadosh, quelque chose comme ça. Vous pouvez nous le rappeler? De faire quoi? Je crois qu'il y a un des Rishonim qui dit que c'est quand même bizarre qu'à Pessah, il y a tout cet affairement et qu'on en fait plus que plus. Et il n'y a pas un Rishon qui dit que c'est minhag kadosh, que les femmes elles font marmirim pour Pessah. Non, c'est un roche. Le roche dit que Israël kedoshim gorim et hachametz, c'est-à-dire les juifs sont des points saints. Et par exemple, lorsqu'on doit nettoyer la maison. Alors, on va parler de cela. Nettoyer la maison. On doit nettoyer la maison du chametz, pas des miettes. On n'est pas, la Gemara dit explicitement que personne n'est ouvert à balirer, balimatzer sur des miettes, parce que personne ne va aller ramasser ces miettes pour les manger. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune importance. Donc, on doit, la recherche du chametz, vider la maison du chametz, c'est pas vider la maison de la poussière. Maintenant, lorsqu'on a du chametz apparent qui est collé, qui n'est pas vraiment mangé, nous dit le roche, il ne faut pas rigoler sur quelqu'un qui va le nettoyer parce que c'est un minhag d'Israël Kedoshim, Israël saint. Alors, c'est peut-être de cela, on veut dire qu'on peut faire encore beaucoup d'autres choses. Voilà, alors moi je ne suis pas saint, je suis un homme normal, je pense qu'il faut faciliter. Je pense qu'il faut faciliter la vie aux gens et faire ce qui est nécessaire, parce qu'après, c'est difficile. Maintenant, pour celui qui c'est son habitude, et puis c'est une belle habitude qu'on nettoie toute la maison pour Pessah, la maison est toute belle, voilà, c'est formidable, c'est très bien. Et on a utilisé un décafour une fois par année pour décrasser le four. C'est magnifique, je n'ai rien contre. Voilà. Mais ce n'est pas nécessaire halachiquement. Voilà, c'est ce que j'explique. Moi, je suis là pour expliquer ce que la halakha nous oblige de faire. Ensuite, quand la mosif imlo, tout celui qui fait mieux, eh bien, qui reçoit plein de bénédictions du bon Dieu. Et même celui qui ne fait pas aussi. Je bénis tous. Tout le monde soit béni. Et pas de jaloux. Voilà. Il y a des applaudissements, Rav, de Claude, de Nicole et de Monique. Monique, elle nous dit, vous l'avez simplifié la vie l'année dernière. Et elle pose comme question, alors avec le koum-koum de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On le rince et puis c'est tout? Voilà, tout à fait. Alors, il y a des gens qui font dégeler la matzah sous le couvercle du koum-koum. La chala, vous voulez dire? La chala. La chala, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Alors, voilà, c'est bientôt Pessah. Alors, en fait, on va dégèle la chala directement sur le couvercle. Alors, dans ce cas-là, c'est bien de jeter un petit peu d'eau bouillante sur ce couvercle. Mais souvent, le koum-koum, qu'est-ce qu'on met dans le koum-koum? On met de l'eau. On ne met pas de chametz. Donc, ça peut absorber de chametz. Donc, on peut utiliser le koum-koum. On n'a pas besoin d'en acheter un neuf. Et si quelqu'un pense qu'il a trop d'argent, eh bien, il va donner cet argent à la tzedaka plutôt que d'acheter un nouveau koum-koum pour Pessah. Il y a plein de pauvres qui sont très heureux. À propos de l'eau, parfois, il y a écrit dans l'eau, il y a écrit Maïm, eau cachère les Pessah. Ça veut dire quelque chose? Ben, ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais là, la halakha, c'est que vous pouvez prendre l'eau, même si ce n'est pas marqué cachère le Pessah. Voilà. Parce que je vais vous expliquer d'où ça vient. Parce que Pessah, chametz, c'est différent. Pendant Pessah, du chametz qui tombe dans quelque part, eh bien, même un petit peu de chametz qui tombe dans votre grande casserole de soupe, une casserole de soupe pour une grande collectivité, tombe une miette de chametz pendant Pessah, eh bien, cette casserole est interdite. C'est-à-dire, cette nourriture est interdite. Pas la casserole, mais la nourriture est interdite. Voilà. Alors, ça, c'est la notion de chametz bepesach masheu. D'ailleurs, il faut savoir que même ça, ce n'est pas l'opinion de tous les rishonim. Non? Mais le Mishnah Berurah rapporte l'opinion de Rabbeinu Tam et d'autres rishonim
des Gaonim qui disent que Hametz à Pessah, c'est comme tous les souris, comme tous les autres interdits. Et tout ça, c'est si ça se mélange pendant Pessah. Mais personne ne va mélanger du Hametz pendant Pessah. Alors, par conséquent, le problème ne se pose généralement pas. Et s'il y a un miette de Hametz qui est tombé avant Pessah, ça ne pose pas de problème. Et ça ne pose pas de problème. Maintenant, dans l'eau, c'est en plus quelque chose de froid. Dans ce qui est froid, et puis il y a des filtres, etc. Donc, l'eau, on peut prendre l'eau du Kinneret et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de le boire. D'abord, l'eau, il passe d'abord dans des citernes. Donc, on n'est pas les citernes, personne ne met du Hametz dedans pendant Pessah. Et par conséquent, il n'y a aucun problème avec l'eau. D'Arabe, deux questions. On va finir avec une dernière question sur la kashérisation, le lave-vaisselle. Mais le lave-vaisselle, eh bien, le lave-vaisselle aussi, Bassari, Khalavi, on peut utiliser le même lave-vaisselle, tant pour Bassari que pour Khalavi. Et puis, avant Pessah, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de Hametz apparent dans le lave-vaisselle, parce que qu'est-ce qu'on va craindre? Qu'il y a du Hametz pendant l'année qui a été absorbé par les corbeilles, et puis maintenant, ce Hametz, eh bien, il va sortir des corbeilles, il va entrer dans les assiettes, qui va aussi entrer dans notre nourriture. Tout ça n'existe pas dans la réalité. En plus, il y a du savon, donc tout le tam, tout est pagoum. Il n'y a donc aucun risque. On peut utiliser notre lave-vaisselle. Il faut simplement le nettoyer, qu'il n'y ait pas de Hametz apparent. Alors, des amis de l'étranger qui ne sont pas en Israël nous ont rejoints et on nous pose maintenant justement sur le chat la question du Zoom qui se pose cette année pour ceux qui ne peuvent pas être en famille. Voilà, alors je vais expliquer cela de nouveau. Alors, en France, on peut pas être en famille. Oui, c'est vraiment triste. Alors d'abord, je leur souhaite de passer un bon Pessah, même s'ils ne seront pas très nombreux. Maintenant, je dois expliquer pour cela, mais je vais faire ça très court, expliquer le problème de l'électricité. Alors, il y a deux grandes écoles en ce qui concerne l'électricité. Celle du Chazon Ish qui dit que toute utilisation de l'électricité, c'est une melacha Shabbat, c'est comme construire ou d'après le Rav Uziel, c'est comme terminer un objet. Ça, c'est une opinion. Et selon cette opinion, on ne peut absolument pas utiliser ni Zoom, ni quoi que ce soit électrique. Il y a bien de choses très compliquées avec ça, même l'utilisation des appareils auditifs, ça pose des problèmes. Il y a plein de choses qui posent des problèmes d'après cette opinion. Après, une autre opinion, celle du Rav Shlomo Zalman Auerbach, moi je suis convaincu qu'il a raison, qui dit que Shabbat, une melacha, c'est quelque chose, on crée quelque chose, ce n'est pas l'utilisation de quelque chose. Alors, lorsqu'on allume la lumière, ça pose un peu un problème, c'est différent. Mais quelque chose qui est où on ne crée rien, et il parle du téléphone, il dit qu'en principe, le téléphone, c'est permis. Maintenant, nous, on ne le permet pas. Moi-même, non, je ne le permets pas. Parce qu'on ne veut pas que Shabbat soit profané, parce qu'on va ensuite utiliser les moyens en ayant, je ne sais pas, une melacha. Non, il y a un interdit de Shabbat qui existe dans tous les cas, qui est celui de l'atmosphère de Shabbat. C'est ce qui s'appelle dans le langage halachique uvdin de chol, des actions de chol. Et ça, c'est sûr que l'utilisation du téléphone, du portable, du Zoom, tout ça, c'est interdit et Shabbat et Yom Tov à cause de cela. Maintenant, lorsqu'il y a des personnes qui sont seules, et la solitude est une véritable souffrance, ça c'est quelque chose de pas facile du tout, et qui ne peuvent, ou bien des personnes qui ne savent pas faire le seder, ils sont seuls, ils ne peuvent pas faire le seder. Et ça, c'est toute l'année. On peut avoir quelqu'un d'âgé, on ne peut pas leur rendre visite. Il y a quelquefois des maisons de personnes âgées, on ne peut pas aller, on ne peut pas passer Pessah avec eux là-bas, et eux ne peuvent pas se déplacer. Alors, dans ce cas-là, puisque le issour est un issour léger, pour des personnes âgées qui sont considérées comme malades, eh bien, on a le droit d'utiliser le Zoom. Le mieux,
c'est s'il y a c'est le fils ou le petit-fils de cette personne âgée, eh bien, elle va chez elle avant Pessah et puis installe le système pour qu'il marche tout seul pendant tout Pessah et qu'on n'a pas besoin de manipuler ni bouton ni rien du tout. Et alors, à ce moment-là, il y a vraiment… alors, il y a, pour des raisons d'interdire, c'est qu'on créerait du son. Et ça, il y a beaucoup qui ont déjà permis cela, le Rav Shaul israéli, les haut-parleurs, etc. Et par conséquent, dans ce cas-là, dans ces cas des personnes seules que l'on considère un peu comme malades, parce que d'abord, être âgé, ce n'est pas facile, et d'être âgé, lorsqu'on est seul, c'est encore plus difficile. Et si on ne sait pas faire le seder, alors la mitzvah de faire le seder va repousser cet interdit de Uvdin de Chol. Voilà ce que je pense. Maintenant, évidemment, il ne faut pas utiliser ça à n'importe comment. C'est un héter que l'on donne pour Pessah, même pour pendant des Shabbatot de l'année, si la personne elle est seule. Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est important de savoir que selon le Rav Kook et selon le Rav Moshe Feinstein, on est yotzé de la mitzvah. Par exemple, pendant maintenant longtemps, on ne pouvait pas aller dans des prières en minyan. Moi-même, je ne voulais pas aller trop dans les synagogues. J'ai dit, je n'ai pas peur. De ça, ben voilà, de ça, j'ai eu peur du corona. Je ne voulais pas l'attraper. Et puis, quelquefois, je ne pouvais pas aller au minyan de l'Yeshiva. Alors, il y a un numéro de téléphone où il y a un minyan quelque part. Et alors, on téléphone et alors on répond à la Gdusha, on fait la tfila en même temps que ce minyan-là, on répond à la Gdusha et au Kaddish, et c'est comme ça on a prié avec minyan. Et lorsqu'il n'y a pas pendant de longues périodes, mais des petites périodes, les élèves ne pouvaient pas être à la yeshiva, alors on a fait passer notre filote en Zoom pour que les élèves qui étaient en bidoud, on dit comment ça en français, qui étaient en quarantaine. En quarantaine, pas Shabbat, hein, mais en jour de semaine, qui puissent ainsi bénéficier d'un minyan à distance. Voilà. Donc, c'est deux choses. Shabbat, on ne peut utiliser qu'en cas de grande nécessité, c'est héter, et puis Shabbat et Yom Tov. Et en ce qui concerne les jours de semaine, c'est évidemment, c'est mieux d'être à la synagogue, mais si on ne peut pas y être, eh bien, on peut se rendre yotzé par un minyan, on peut être yotzé de l'Ekadish, de Gdusha, de Tfila Betzibour, par le fait qu'on est relié par téléphone, par portable, par Zoom, par n'importe quel moyen, avec un endroit où il y a minyan. Merci Rav. Il y a une question ici à propos de la vente du Hametz. Est-ce que vous conseillez de garder de la farine? Est-ce qu'on peut garder de la farine et puis la vendre, tout simplement? Bon, alors, la vente du Hametz, même du vrai Hametz, est permis. On le fait depuis très longtemps. Moi, personnellement, ça, c'est une chose que je n'aime pas tellement, donc moi, je n'en garde pas du Hametz. Mais celui qui garde du Hametz, il a sur qui s'appuyer et la vente, elle est valable. Maintenant, ceux qui ne veulent pas garder du Hametz, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut garder de la farine. Alors, la question de savoir est-ce que la farine, c'est Hametz. Le problème de la farine, c'est que lorsqu'on prépare le blé, eh bien, il passe par un circuit qui mouille un petit peu tout cela. Ça mouille un tout petit peu, alors on craint que c'est un rachage de Hametz. On n'utilise pas cette farine pour Pessah, mais ce n'est pas vraiment du Hametz. Donc, si on l'a mise de côté, on pourra l'utiliser après Pessah. Et en plus, si on l'a vendue, alors il n'y a plus aucun, même pas un début d'un commencement de problème. D'Arabe. Une question de Carole qui nous pose la plata de Shabbat. Comment on fait pour cacher? Alors, de nouveau, si on a l'habitude de mettre du Hametz, c'est-à-dire de la challah, directement sur la plata, alors à ce moment-là, il faut cachériser la plata et puis faire attention de ne pas mettre pendant Pessah la nourriture directement sur la plata. Alors, comment est-ce qu'on cachérise? On nettoie bien et puis on la fait fonctionner pendant 1 heure. Et puis voilà, c'est très bien. Il y en a qui mettent du papier d'aluminium, mais quelquefois, ça va vous changer, ça va chauffer beaucoup, beaucoup plus. Et ce n'est pas toujours prudent. Merci Rav. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces thèmes? Sinon, peut-être proposer au Rav de parler un petit peu de
de cette soirée du Seder au niveau halakha et préparation? C'est finalement le plus important de la fête, c'est cette soirée-là. Alors, on va dire quelques mots sur le Seder. Je vais vous expliquer quelque chose d'important. Alors, on mange de la matzah à 4 reprises. Au début du Seder, on mange 2 kezaït. Alors, en vérité, a priori, on devrait en manger qu'un seul. C'est marqué dans la Torah, Erev tochlu matzot. Le soir, vous mangez de la matzah. Donc, si j'ai mangé un kezaït, c'est-à-dire, selon, on va peut-être, si quelqu'un veut, on parlera des quantités tout à l'heure. Il a mangé un kezaït de chametz, on a accompli la mitzvah de la Torah de manger de la matzah. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'on a l'habitude de manger 2 kezaït le soir. Eh bien, la raison de cela, c'est parce que nous avons le soir de Pessah, c'est Yom Tov, et tout Yom Tov, on mange du pain. Donc, si j'ai mangé un kezaït, j'ai mangé mon pain à cause de la mitzvah de Yom Tov. Alors, on en mange 2, un pour la mitzvah de Yom Tov et un pour la mitzvah de la matzah. D'ailleurs, on fait 2 brachot. On fait un motzi lechem min haaretz, et ashekitshanu mitzvotav etzivanu al achilat matzah. Alors, certains disent qu'il suffit que le Baal HaSouda, celui qui fait le Seder, il mange 2 kezaït, les autres, ça suffit 1. Personnellement, je pense que le pshat du Shulchan Aruch, c'est que chacun doit en manger 2. Donc, ça, c'est les 2 premiers. Ensuite, on a encore un kezaït, parce qu'au temps du Beit HaMikdash, on mangeait le Korban Pesach avec la matzah et le maror, selon Hillel, pas selon toutes les opinions. Alors, pour se souvenir, on se souvient ainsi du Beit HaMikdash, en mangeant encore un kezaït de matzah avec la maror, et puis à la fin du repas, la afikoman. Alors, cette afikoman, il y a 2 raisons pourquoi on mange le kezaït. Alors, l'une des raisons, la plus connue, c'est en souvenir de l'agneau pascal. Mais il y a une deuxième raison. Parce que selon certains des poskim, comme le Rashbam, et il y a un écho de Shulchan Aruch de cette opinion-là, la matzah qu'on mange à la fin du repas, c'est avec ça qu'on accomplit la mitzvah de manger de la matzah. Pourquoi? Parce qu'on la mange alors qu'on n'a plus tellement faim. Et par conséquent, on la mange pour la mitzvah. Tandis que la matzah qu'on mange au début, on mange aussi parce que l'on a faim. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à 4 kezaït de matzah. Maintenant, il faut savoir que celui qui peut manger beaucoup de matzah parce que ça ne lui convient pas pour sa santé, s'il a mangé un kezaït, il a accompli la mitzvah, et manger encore un deuxième pour korer, ça peut être un deuxième plus petit, et puis celui de la fikoman encore plus petit, et si même ça c'est trop, un kezaït c'est suffisant, et puis celui qui souffre comment on appelle ça, d'intolérance au gluten, eh bien, il n'est pas tout de la mitzvah, on n'a pas besoin d'être malade pour accomplir la mitzvah. Chaque année, il y a des nouveautés. Je crois que l'année dernière, on a vu poisson cacher les Pessar qui n'a pas mangé de chametz, ou toutes sortes de choses assez spéciales. Et donc, Franck Malek nous pose la question, quels sont les aliments qui demandent une simple cacheroute, sans qu'il y ait forcément écrit cacher les Pessar? La vérité, c'est tout ce qui est industriel, tout ce qui est tassiyati, c'est comme ça on dit en français industriel, tout ce qui est tassiyati. Par exemple, vous prenez aujourd'hui du pain de chez, je sais pas, de machin, vous verrez tout ce qu'il y a dans le pain, il y a énormément de choses, à part le blé, et puis à part la farine, et l'eau, il y a 15 produits. Alors, la plupart des gens, et moi non plus, j'ai aucune idée qu'est-ce que sont ces machins que l'on met dedans. Alors, pour ça, il faut donc quelque chose qui soit cachère. Les produits qui sont des produits bruts, comme le café, le sucre, le sel, le thé, tout ça n'a pas besoin, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, tout ça n'a pas besoin d'être cachère le Pessah. Alors, le poisson, il y en a qui disent que peut-être qu'il a mangé on lui a donné à manger et puis il y a des grains des grains de blé qui se trouvent dans sa bouche. Alors, coupons-lui la tête et ne mangeons pas la tête. Et puis, ce qui est à l'intérieur, on le vide en général. Et la chair du poisson, ce n'est pas du chametz.
Ok, Rav, on parle maintenant d'un autre sujet, qui fait polémique entre Ashkenazim et Sfaradim. C'est bien sûr les kitniot. Les kitniot. Autre chose, c'est le quinoa. Est-ce qu'il est kitniot ou pas? Voilà, deux questions. Alors, comme j'ai sorti, je me suis dit, les gens m'ont demandé les kitniot et moi, je ne me rappelle pas par cœur la liste. Alors, comme j'ai écrit un livre sur le commentaire sur Shulchan Aruch. Alors, sur les Chod de Pessah, ce n'est pas encore sorti, mais c'est déjà écrit chez moi et j'ai fait une liste des kitniot qui sont permises et des celles qui sont interdites. Alors, d'abord, je vais expliquer le problème des kitniot. Les kitniot, ce n'est pas du chametz, ça c'est numéro 1. Ce n'est pas du chametz. Les Sfarad, ils mangent des kitniot, si c'était du chametz, ils n'auraient pas le droit. C'est une coutume ashkenaz qui n'a pas sa source ni dans la Gemara, ni dans le Rambam. Cette coutume, elle a sans aucun doute des raisons qui ont été données, celles qu'à l'époque, on prenait avec un peu de farine, avec un petit peu de farine, on prenait d'abord de la farine et puis ensuite on prenait des kitniot, on faisait des farines de kitniot qui ressemblaient à de la farine de blé ou toutes sortes de choses comme ça. Toutes ces craintes n'ont pas de raison d'être aujourd'hui. Mais comme les kitniot, c'est un minag qui s'est instauré chez les Ashkenazes de manière extrêmement forte et puissante, eh bien, on garde le minag tant que les rabbins sont de cet avis qu'on peut garder le minag. Maintenant, comme on n'est pas vraiment très très sûr de cela, alors tout kitniot sur lesquels il y a machloket entre décisionnaires, si c'est des kitniot ou pas, eh bien, à mon avis, on peut aller le kula, on peut le permettre. Alors, moi, j'ai fait une petite liste ici des kitniot qui sont interdites et des kitniot qui sont permises. C'est pas là. C'est où? J'ai sorti le papier. Alors, c'est peut-être là. Man reshimat kitniot. Elu shaminag le osram. Ceux qui sont interdits. Alors, ceux qui sont interdits, c'est le riz. Afuna, c'est des petits pois, d'accord? Dochan, c'est du millet, je crois. Ziron et pistan, des grains de lin. Hummus, vous savez ce que c'est hummus? Ça, je viens de traduire. Kharda, de la moutarde. Kosemet, je ne sais pas comment on dit en français kosemet. Kamoun, adashim. Adashim, c'est des lentilles. Poule. On dit comment en français, poule? Des fèves. Des fèves. Des fèves. Des fèves. Des fèves. Shumshumin, Du soum-soum, du du sésame. soum-soum. Sésame, gras de sésame. Voilà, du sésame. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Shouit, des haricots. Et tiras, c'est tiras en français. Le maïs. Du maïs. Voilà. Maïs. Alors, voilà ceux qui sont interdits. Maintenant, ceux qui ne le sont pas. Alors, je dis qu'ils ne le sont pas, il y en a qui les interdisent. Autrement, ils ne seraient pas sur la liste. Alors, celui qui veut les permettre, les permet. Celui qui veut garder les interdits, qui les interdisent. Anis, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est anis. Botnim, c'est des cacahuètes. Yarine avatiach, des graines de avatiach. Comment on dit en français avatiach? Pastèque. Pastèque. Yarine dalat, des graines dalat. La courge. La courge, merci beaucoup, vous me sauvez. Yarine chamaniot, des graines de chamaniot. Qu'est-ce qui met? Tournesol. Tournesol. Kouzbar, kurkum, koutna, soya, fistouk, kimel, ketzach, quinoa, pendant lesquels quinoa c'est permis. Quinoa, c'est permis. Voilà. Il y en a qui interdisent, hein. Je vous dis, moi, mon opinion, c'est que c'est permis. Café, choum. Choum, c'est de l'ail. De l'ail, oui. Kemar tapuchadama, c'est permis. Et l'huile canola, c'est permis. Ah, Voilà. Et chocolat, dimamamtakim, sheshbem liftin, mutarin. Il y a des chocolats où c'est marqué qu'il y a du liftit. À cause de ça, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger pour ceux qui mangent des kitniot. Mais en vérité, moi je pense qu'on peut se baser sur ce qui permettent. Voilà. Alors, je vous ai fait une liste que je me suis fait aider du livre de Rav Eliezer,
comment est-ce qu'il s'appelle? Melamed. Eliezer Melamed, voilà. Oui, Rina, ouvre ton micro, vas-y. Bonsoir, bonsoir Rav. Bonsoir. Je voulais savoir pour les épices. Chaque année, on jette les épices, on remet des épices, on rejette. Enfin, c'est. Oui, eh bien, les épices, a priori, ce n'est pas du chametz. Alors voilà, même il y a aujourd'hui dans les épices qu'on achète toute l'année, c'est marqué s'il y a un risque de gluten, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten. Alors vous prenez là où c'est marqué qu'il y a les gens qui ont du gluten, ils sont allergiques au gluten, le cœliaque, ils ont le droit de le manger, vous n'avez absolument aucun problème. En principe, il n'y a aucun problème. Il y en a qui disent que certains, je ne sais plus, le cumin, je crois, qu'une année, on fait sur le champ, on fait du blé, et puis l'autre année, on fait du cumin, l'origan. En tout cas, pour la plupart des épices, il n'y a aucun problème. Si c'est une épice, il faut regarder dedans, vous voyez qu'il n'y a que de l'épice, qu'il n'y a pas autre chose. Eh bien, c'est très bien. Et s'il y a autre chose, on ne le voit pas, c'est annulé, tout est bien. Maintenant, ça ne me dérange pas qu'on achète des épices cachées le Pessah. Il y a les lettres Kaf Lamet Pei, parce que c'est des petits paquets. Alors, c'est marqué Kaf Lamet Pei, cachées le Pessah, et comme ça, tout est bien. Mais ce n'est pas que d'après la halakha, c'est obligatoire, ce n'est pas du chametz. Ce qui est interdit, c'est du chametz. Donc les petits pois pour les sfardim est permis, oui. Les petits pois pour les sfardim, c'est permis, bien sûr. Et la kasha? Le quoi? La kasha, le sarrasin. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Là, vous m'avez bloqué. C'est Koussemet. Ah, Kosemet. Ah, Kosemet, je crois que c'est du… Je l'ai noté ici. On a dit que c'est Kitniot, je crois. C'est Kosemet. J'ai noté ici, j'ai oublié moi la liste. En haut de la liste. Kosemet, c'est dans ce qui est interdit. Interdit kitniot. Oui, kitniot. Oui, kitniot, oui, pas pour les sfarad. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai une question qui m'a été posée cette semaine d'une jeune fille ashkénaze, eh bien, qui est seule en Israël, et puis qui n'a pas envie de faire Pessah toute seule, et qui a été invitée par une famille séfarade. Et la question qu'elle m'a posée, je suis invité par une famille séfarade, eh bien, ils vont manger des kitniot, est-ce que je peux manger chez eux? Ne dites à personne, mais je lui ai dit qu'elle a le droit. Voilà. Elle a le droit. Elle a le droit. C'est marqué que les malades ont le droit de manger des kitniot, mais ce n'est pas du chametz. Alors, nous, lorsqu'on est chez nous à la maison, qu'on peut faire les choses comme il se doit, comme la tradition. Mais quelqu'un qui est seul, aujourd'hui en Israël, Ashkenaz et Sfarad, tout est mélangé. Alors, moi, je crois que, voilà, lorsqu'elle sera chez elle, elle ne mangera pas du kitniot, mais elle est chez d'autres personnes qui ont la gentillesse de l'inviter pour les 8 jours. Elle ne va pas leur expliquer quelle cuisine, qu'ils doivent changer leur cuisine pour pouvoir l'accueillir. Rav, on a une question de Monique qui nous dit qu'elle a un animal, un cobaye, qui mange un mélange de graines. Comment elle fait pour donner à manger C'est des graines chametz ou des graines kitniot? Je ne sais pas. Monique, si tu veux ouvrir ton micro. Si c'est des graines kitniot, ce n'est pas de problème, mais c'est des graines chametz, c'est un vrai problème. Ça, je ne peux pas permettre. Comment on peut voir? C'est écrit sur Quand on va acheter en Israël, c'est noté là-bas, à Kasher les Pessar, sur ce type non, je ne sais pas si c'est noté, mais c'est marqué de quoi c'est fait. Alors, si c'est fait de blé, si c'est une nourriture qui est faite de blé, c'est du chametz. Ça, on ne peut pas donner. Il ne faut pas garder ça pendant Pessah. Il faut se renseigner chez un vétérinaire. Qu'est-ce que cette bête peut manger à la place? Donc, Monique, je vous conseille de prendre une photo des aliments et après de voir cette photo et de vérifier si c'est chametz ou pas. C'est ça? Oui, non, parce que il n'y a pas de vendre ça, ringoy, tout ça, moi, je n'aime pas ces intérim-là. Ça, c'est, je pense qu'il ne faut pas avoir du chametz chez soi et d'utiliser du chametz chez soi, Pessah, avec, voilà. Okay, dentifrice, il n'y a pas de problème, le dentifrice. Ce n'est pas du chametz, ce n'est pas de la nourriture. J'ai vu quelqu'un qui a envoyé un message. Ok, M. Spirac nous pose la question de la margarine. La margarine? Est-ce que c'est kitniot? Ah, c'est kitniot.
Eh bien, si c'est kitniot, je ne sais pas de quoi c'est fait, mais si c'est kitniot, il ne faut pas manger. Ashkenaz, on ne prend pas. Rav, j'avais entendu une fois que quelque chose qui est fait à base de kitniot n'est pas forcément kitniot. Comme par exemple l'huile de... Ça veut dire que c'était Alors, je vais vous expliquer. Là, c'est un éther qui existe et je le prends parce que si je pouvais permettre les kitniot, je l'aurais fait. Alors, on dit que les kitniot, ce n'est pas pire que le chametz. Le chametz, si vous avez fait attention de ne pas le mélanger avec de l'eau, c'est moutard. Eh bien, si vous avez pressé de l'huile de kitniot et puis qu'il n'y a pas eu de contact avec l'eau, eh bien, c'est moutard aussi. Voilà. Ouais. Moi, je ne pense pas que c'est dans l'idée des... Bien que moi, je me rappelle en Chutz Laaretz, l'huile cachère le Pessah, c'était de l'huile de tournesol. Ouais. C'est ça qu'on avait. Voilà. Donc, on permettait à Jérusalem, ils ne permettent pas l'huile de kitniot. Eh bien, l'huile, c'était cachère le Pessah, c'est ce qu'on avait. C'était l'huile de tournesol. C'était elle, cachère le Pessah. Il y a de la margarine. Vous allez, il n'y a pas de problème. Oui? La margarine. De la margarine à base d'huile de canola. Alors, ça, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas de problème de kitniot. Il n'y a pas de problème de kitniot pour ça. Il y a Madame Bislich qui nous demande, pour réchauffer pendant la fête, si on n'a que l'électricité, est-ce qu'il faudra laisser la plata 48 heures allumée? Alors, on peut avoir une Shaon Shabbat. Voilà, une montre de Shabbat et avec ça, il n'y a pas de problème. Minuterie. Le rouge à lèvres, nous pose Carole. C'est permis, ce n'est pas la nourriture. Super. On est presque arrivé vers la fin du cours. Est-ce que, Rav, vous avez un sujet que vous voulez parler pour conclure ou des dernières questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Voilà. Il y a des gens qui ont ouvert leur micro. C'est le moment de poser les questions de vive voix au Rav. Il me reste le vinaigre pour les Alsaciens. Pour que ce soit drôle. C'est fait de quoi le vinaigre? On ne prend pas de vinaigre parce que dit chometz. Ah, chometz. Ah, voilà. Je ne connaissais pas ce vinaigre. Ah ouais, oui. Ben voilà. Eh bien, celui qui a le vinaigre, il ne prendra pas du vinaigre. Voilà. Et bien voilà. 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 Il y en a qui ne prennent pas le rouge aussi à cause de ça. Savon, shampoing, pas de problème, aucun problème. Moi, je vois la question qui est posée. Savon, shampoing, il n'y a pas de problème, pas besoin de cocher le Pessah. Voilà. Dentifrice, on a déjà dit aussi. D'autres questions, chers amis? Oui, l'huile de coco. L'huile de coco. De coco? La noix de coco, ouais, de noix de coco. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aura un problème? Je ne sais pas. Ok, merci. Voilà, alors Pessah Kasher Sameach, bonne fête à tous, portez-vous bien. Et puis voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Rav Bochko, avec vous, c'est facile, Pessah. Oui.